Zéro hier, 74 000 passages aujourd'hui. Ce contraste brutal est plus qu'une statistique isolée. En quelques semaines, un poste solaire et biométrique transforme un no man's land poussiéreux en frontière lisible, où chaque passage laisse enfin une trace officielle. Que signifie, pour un pays ébranlé par la violence et l'abandon, le fait qu'un simple rectangle de béton puisse modifier concrètement le quotidien de milliers de vies sous le regard d'Ibrahim Traoré? Si ce poste isolé tient dans la durée, il pourrait réécrire silencieusement la carte du Burkina Faso et, peut-être, bousculer l'équilibre du Sahel. Galguli porte une promesse qui dépasse largement la silhouette sobre de son bâtiment frontalier, celle qu'un État puisse redevenir prévisible là où il avait presque disparu. Le bénéfice clé, une frontière qui protège et sert au quotidien, repose sur une idée simple et concrète, une sorte de routine institutionnelle capable de résister aux rumeurs, aux intempéries et aux pressions sécuritaires. Mais cette promesse reste fragile, car elle dépend d'un fil ténu, maintenir une présence continue, éviter l'effritement, empêcher que ce prototype ne redevienne un décor abandonné comme tant d'autres dans la région. C'est précisément ici que surgit l'enjeu central. Si le poste fonctionne chaque jour, il crédibilise une stratégie nationale. Mais s'il vacille une seule fois, il peut briser la confiance naissante des habitants. Et une question s'impose, discrète mais insistante. Que se passe-t-il quand une frontière commence réellement à compter pour ceux qui la vivent? En quelques semaines, deux faits ont renversé toutes les attentes. Plus de 75 000 passages enregistrés là où il n'y avait auparavant qu'un vide administratif, et une baisse immédiate des incidents frontaliers dans la zone sud-ouest. Ces chiffres, soudains et massifs, révèlent une réalité longtemps invisible. La circulation existait déjà, mais elle ne laissait aucune trace exploitable pour guider l'action publique. Avant Galguli, la frontière n'était qu'une lisière poreuse où la poussière jouait le rôle de loi. Les radios défaillantes brouillaient les rares instructions, et les registres froissés servaient de mémoire approximative. Les populations, les commerçants, les réfugiés et les groupes armés glissaient dans un espace sans contour, rythmé par la peur et des déplacements impossibles à mesurer. Cette absence de contrôle nourrissait un cercle vicieux. Pas d'État, donc pas de confiance. Pas de confiance, donc aucune reconstruction durable ne trouvait prise. C'est précisément cette spirale qu'Ibrahim Traoré affirme vouloir briser, en répétant que la souveraineté commence aux marges et non au centre. L'infrastructure de Galguli incarne ce renversement silencieux. Panneaux solaires pour garantir lumière et eau potable, scanners biométriques pour remplacer les cahiers écornés, routines administratives qui reprennent là où elles s'étaient dissipées. Pour la première fois depuis longtemps, un poste burkinabé fonctionne comme un service public lisible, plutôt qu'une barrière abstraite. Les habitants y voient non seulement un bâtiment, mais une présence qui leur appartient, une routine qui apaise davantage qu'une patrouille militaire épisodique. Le 15 juillet 2023 marque donc moins une inauguration qu'un pivot. En une cinquantaine de jours, un prototype est devenu un rendez-vous quotidien. Ce changement matériel est aussi psychologique. Soldats, marchands, familles et transporteurs découvrent un lieu où les gestes sont clairs, répétitifs, compréhensibles. Et c'est dans cette clarté que se loge la première réponse aux doutes suspendus depuis l'aube. Une frontière peut-elle vraiment rétablir l'espoir lorsqu'elle s'allume sans interruption, jour après jour? Pour comprendre ce que Galguli change réellement, il faut regarder ceux qui vivent à quelques mètres des câbles solaires, là où la transformation se lit dans les gestes les plus simples. Bernardette Cambiré, vendeuse de fruits et mère de 4 enfants, se souvient d'un temps où l'État n'existait qu'à la radio. Aujourd'hui, elle remplit chaque matin des bouteilles au forage alimenté par l'énergie solaire du poste. Pour elle, la modernisation se résume en 3 mots: lumière, paix, routine. Ce n'est pas un slogan, mais une habitude retrouvée. Une source d'eau fiable et une présence identifiable suffisent à remodeler une journée entière.
Un ancien officier local apporte une autre perspective. Pendant des années, il a vu défiler des patrouilles aux irrégulières, des consignes floues, des registres confus. Désormais, il observe un phénomène rare. Quand on serre, on est enfin vu. Cette phrase, qui paraît anodine, révèle le déplacement fondamental provoqué par l'infrastructure. Le poste n'est plus une enclave administrative. Il devient un point de contact où habitants et agents partagent une même routine institutionnelle. Ces micro-récits tissent un fil continu que les statistiques seules ne suffisent pas à montrer. Sur les marchés voisins, les restauratrices recommencent à vendre du 1000 à heure fixe. Les transporteurs stationnent sans craindre de traverser une zone floue. Les jeunes, autrefois tentés par les groupes armés, découvrent qu'un emploi ou une tâche régulière peut offrir une alternative crédible. La stabilisation ne vient pas d'un miracle, mais d'une accumulation de gestes modestes qui, réunis, modifient le climat entier d'un lieu longtemps abandonné. Au fond, une routine stable change tout. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Tout commence le 15 juillet 2023, sous un soleil écrasant qui transforme la poussière en miroir brûlant. Le poste, encore neuf, s'ouvre sans cérémonie excessive. Des soldats, des ingénieurs, des familles se tiennent côte à côte devant les scanners biométriques qui cliquettent pour la première fois. Les mototaxis, habitués à passer sans être vus, doivent présenter leurs identités. Les commerçants enregistrent leurs marchandises au lieu de les faire glisser discrètement entre deux sentiers. Les familles venant du Ghana réalisent que la traversée exige désormais un passage structuré, presque solennel. Ces gestes n'ont rien de spectaculaire, mais ils rompent une continuité vieille de décennies. Une frontière cesse d'être une rumeur pour devenir une procédure. Sous la directive d'Ibrahim Traoré, le message est clair. L'État revient, et cette fois, il ne repart pas. La lumière solaire reste allumée la nuit entière, marquant une présence que personne ne peut ignorer. Le protocole, simple et répétitif, s'impose. La continuité devient un événement en soi. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Quelques semaines plus tard, les applaudissements se dissipent et la rumeur prend le relais. Des voix anonymes affirment que le poste est contrôlé par l'étranger. D'autres prétendent que les panneaux solaires servent de relais d'espionnage. Dans le Nord, certains groupes armés testent la robustesse de l'infrastructure. Ils n'attaquent pas frontalement. Ils cherchent à signaler que l'État reste vulnérable dès qu'il s'avance trop loin du centre. Les patrouilles s'organisent, se resserrent, apprennent à lire les passages et les flux à partir des nouvelles données biométriques. À Ouagadougou, un conseil de sécurité d'urgence est convoqué. L'enjeu dépasse la protection d'un simple bâtiment. Il faut défendre une doctrine nationale, reconstruire les marges avant de sauver le cœur. Les médias publics diffusent un message ferme. La frontière n'est pas négociable. Pour la première fois depuis des années, une action militaire soutient une infrastructure civile au lieu de la précéder. Ce renversement, discret mais inédit, devient le point de bascule. La tension atteint son pic lorsque plusieurs rumeurs convergent et que les habitants craignent une coupure de service. La continuité du poste devient alors une question de souveraineté vécue au quotidien. À ce moment, le récit avance avec fluidité. La riposte attendue ne vient jamais. Les groupes armés reculent en constatant que la lumière reste allumée chaque nuit. Les patrouilles demeurent régulières. Les marchés voisins rouvrent presque par réflexe. Les enfants recommencent à jouer à l'ombre des câbles solaires, indifférents au débat géopolitique. Les restauratrices préparent de nouveau du mil pour des clients qui arrivent à heure fixe. Les transporteurs trouvent dans ce rectangle de béton un point d'ancrage fiable. La routine, fragile mais réelle, s'installe. Les rumeurs s'essoufflent. La peur perd de son pouvoir. L'État devient visible, non pas par la force, mais par la répétition. Ce qui semblait impossible, transformer une zone poreuse en espace habité, prend forme jour après jour. Et dans le murmure des passages enregistrés, une idée simple gagne du terrain. Une présence continue peut inverser 20 ans de vide.
Le basculement se lit d'abord dans un premier mouvement clair, du néant chiffré vers une mesure régulière. Là où aucune donnée fiable n'existait, un système biométrique opérationnel enregistre désormais les passages avec une précision quotidienne qui transforme la gestion du territoire. Cette transition, du vide administratif à la visibilité statistique, constitue le socle de toute évaluation sérieuse du poste. Le premier indicateur frappe par son ampleur, 74 000 traversées en un mois. Ce volume, inédit à Galguli, révèle une circulation massive déjà présente mais invisible pendant des années. La donnée capturée matérialise un flux auparavant diffus. Elle permet surtout de comprendre comment se déplacent habitants, commerçants et transporteurs dans une zone longtemps abandonnée. La mesure n'est pas seulement comptable. Elle rétablit une existence institutionnelle des flux humains. Le deuxième indicateur change la perspective. Une baisse de 37% des incidents frontaliers a été observée dans la zone sud-ouest. La diminution ne résulte pas d'une militarisation accrue, mais d'une présence ordonnée, stable et lisible. La visibilité quotidienne réduit les opportunités d'abus sans recourir à des opérations lourdes. Cette dynamique montre qu'une infrastructure civile peut modifier les comportements. Elle prouve surtout que la prévisibilité institutionnelle apaise plus durablement que la surveillance ponctuelle. Le troisième indicateur touche directement le tissu local. Plus de 200 emplois directs et indirects se sont structurés autour du poste. Ce chiffre représente un socle de stabilité rare dans une zone où l'économie formelle était presque inexistante. Les postes de travail, maintenance, transport, petite restauration, dont réparation de câbles, ancrent l'infrastructure dans la vie ordinaire. La frontière, autrefois perçue comme une contrainte, devient un moteur silencieux pour des revenus réguliers. Ce déplacement économique contribue à renforcer la confiance envers une présence administrative continue. Ces trois mesures, prises ensemble, dessinent une trajectoire cohérente. Elles doivent néanmoins être replacées dans un cadre plus large, celui d'un territoire où l'absence d'État avait créé un écosystème parallèle fondé sur l'opacité. Les trafics prospéraient dans l'ombre. Les registres défaillants empêchaient toute coordination solide. Les habitants se contentaient de rumeurs contradictoires pour prendre des décisions essentielles. La nouvelle infrastructure, alimentée par l'énergie solaire et structurée autour de routines administratives claires, inverse progressivement cette dynamique. Elle offre un terrain concret où l'ajustement social prime sur la contrainte directe. La sécurité se construit ici par proximité. Un agent reconnaissable, un bureau ouvert, une lumière stable chaque nuit. L'effet psychologique apparaît tout aussi déterminant que les chiffres. Les habitants déclarent se sentir plus en sécurité, non parce que le danger a disparu, mais parce qu'ils voient un système qui fonctionne. Les gestes répétés, vérifier un document, enregistrer un passage, puiser de l'eau, deviennent des repères familiers. Ils composent ce que certains analystes appellent une souveraineté de proximité, faite de continuité plutôt que de démonstrations spectaculaires. Si cette routine se maintient, elle pourrait constituer la base d'une stabilité durable. Deux lectures opposées entourent Galguli, et chacune possède sa propre cohérence interne qu'il faut d'abord reconnaître avant de la confronter. La première, portée par les partisans du projet, affirme que le poste représente une avancée rare dans le Sahel, une frontière fonctionnelle, gérée localement, capable de produire des données fiables tout en améliorant la vie quotidienne. Pour eux, les 74 000 passages enregistrés en un mois et la baisse de 37% des incidents frontaliers démontrent qu'une présence institutionnelle régulière change la donne sans recourir à la force. Dans cette perspective, Galguli incarne une souveraineté opérée depuis le terrain, matérialisée par des routines administratives simples qui redonnent forme à une marge longtemps délaissée. La seconde lecture, nourrie par les critiques, pointe une dépendance persistante aux financements extérieurs. Allemagne, Japon, OIM. Selon cette vision, la modernisation n'efface pas la tutelle. Elle la rend plus discrète. Les panneaux solaires, les scanners biométriques et les formations techniques
représenteraient autant de leviers qui, sans être coloniaux, maintiendraient une influence indirecte. Dans ce cadre, Galguli serait un laboratoire hybride, africain en façade, international dans ses fondations. Ce scepticisme gagne d'autant plus de terrain que la région a connu des décennies de promesses non tenues, souvent formulées par des acteurs éloignés de la réalité locale. Pour évaluer ces deux positions sans dogmatisme, il faut revenir aux faits observables. La gestion quotidienne du poste est assurée par des agents burkinabés qui manipulent les scanners, traitent les données et régulent les passages. Les informations collectées sont stockées à Ouagadougou et aucun drapeau étranger n'apparaît sur l'infrastructure. Ces éléments affaiblissent l'idée d'une dépendance totale ou d'un contrôle extérieur dissimulé. Inversement, le financement international reste incontestable. Sans lui, ni l'énergie solaire, ni les systèmes biométriques n'auraient été déployés aussi rapidement. La souveraineté proclamée doit donc être nuancée. Elle se construit avec l'aide d'autrui, ce qui n'annule pas son authenticité, mais en éclaire les limites. Au final, le projet révèle une tension féconde. Il montre qu'un État peut coopérer sans se soumettre et apprendre sans déléguer l'essentiel. À Galguli, cette équation n'est pas résolue, mais elle devient observable. Et c'est précisément ce qui en fait un site décisif dans le débat sur les marges. Une bascule silencieuse. À ce stade du récit, Galguli n'est plus un simple prototype posé au bout d'une piste poussiéreuse. Il devient un point d'observation où se dévoile, presque en temps réel, ce que pourrait être un réseau frontalier burkinabé cohérent. Les scanners biométriques tournent sans interruption, les panneaux solaires maintiennent l'eau et la lumière, et des routines administratives s'installent comme si elles avaient toujours existé. Cette continuité, surprenante dans une zone longtemps marquée par l'absence, révèle la portée réelle du projet. Une scène résume ce pivot. Au lever du jour, une file d'habitants attend pour récupérer de l'eau au forage, tandis qu'un agent vérifie les documents de voyageurs venus du Ghana. Rien d'extraordinaire en soi, mais ces gestes composent une normalité qui, ici, n'existait plus depuis des années. La souveraineté ne s'exprime plus par des discours, mais par une présence qui ne s'éteint pas. Pour les observateurs extérieurs, cette stabilité relative confirme une intuition défendue depuis longtemps par Ibrahim Traoré. Reconstruire les marges pour protéger un centre fragilisé. Si un seul poste peut tenir ainsi, alors le modèle peut se répliquer sans s'effondrer. Et cette perspective transforme une simple infrastructure en signal politique majeur. Les effets de Galguli ne se mesurent pas seulement dans les chiffres ou les routines administratives. Ils se lisent dans la transformation progressive de 4 groupes dont les trajectoires s'entrecroisent autour du poste. Chaque groupe reçoit une part du choc, une part du bénéfice et une part de l'incertitude, révélant comment une frontière devenue fonctionnelle peut modifier un territoire entier. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Pour les habitants de Galguli, le changement est immédiat et quotidien. L'eau coule de manière stable grâce à l'énergie solaire, les marchés s'installent avec une régularité nouvelle, et la présence visible des uniformes devient un repère plutôt qu'une menace. Les maires décrivent un sentiment de sécurité qui ne vient pas de l'absence totale de danger, mais d'une présence continue qui ne se dérobe plus. Dans ce climat, les jeunes hésitent davantage à rejoindre les milices. La routine, l'emploi et les interactions régulières avec l'administration créent une autre forme d'ancrage. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Pour les agents de l'État, le poste agit comme un terrain de professionnalisation accéléré. Ils manipulent les scanners biométriques, apprennent à gérer les flux et à lire les données, tout en ajustant les patrouilles selon des indicateurs enfin fiables. Cette prise en main locale matérialise une doctrine promue par Ibrahim Traoré, exercer la souveraineté au plus près des habitants, et non depuis un centre distant. Les gardes résument ce tournant par une phrase simple : servir et être vu, illustrant la reconnaissance mutuelle qui commençait autrefois à manquer. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Dans les villages ghanéens autour de la frontière,
Les réactions sont partagées. Les autorités du Ghana saluent c'est un frein au trafic et apprécient que la coordination renforcée qui réduit les incidents. Certains commerçants, en revanche, craignent un ralentissement des échanges informels, même s'ils reconnaissent les bénéfices sécuritaires immédiats. Plus au nord, au Mali et au Niger, plusieurs observateurs y voient une expérience africaine de souveraineté assumée, modeste mais stratégique, susceptible d'inspirer d'autres zones poreuses du Sahel. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Autour du poste, un micro-écosystème économique émerge. Les réparateurs de câbles, petites restauratrices, transporteurs et marchands itinérants trouvent un flux de clients plus stable qu'auparavant. Les 200 emplois directs et indirects recensés créent une sédimentation économique nouvelle dans une zone où l'économie formelle avait quasiment disparu. La frontière, autrefois perçue comme un obstacle à contourner, devient un moteur discret, organisant des revenus prévisibles et des circuits d'activité fiables. En réunissant ces 4 trames, une conclusion se dessine. La frontière, longtemps invisible, devient un repère quotidien qui réorganise perception, pratique et attente. La stabilité n'est pas encore acquise, mais elle cesse d'être un mirage. Galguli montre qu'une présence continue, même modeste, peut reconfigurer un territoire fragmenté et offrir à ses habitants un horizon qu'ils n'osaient plus formuler. Les prochains mois décideront si Galguli reste une exception prometteuse ou devient un modèle reproductible. 3 trajectoires plausibles émergent à partir des données actuelles, chacune révélant un aspect différent de la fragilité ou de la solidité du poste. Elles ne prédisposent pas l'avenir. Elles éclairent ce que les faits disponibles permettent raisonnablement d'envisager. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Dans la trajectoire la plus probable, le poste poursuit son fonctionnement sans interruption majeure. Les patrouilles mixtes Burkina Faso-Ghana se stabilisent. Les données biométriques circulent chaque semaine vers Ouagadougou et les infrastructures solaires franchissent la saison sèche sans panne critique. La présence administrative se banalise, ce qui réduit les rumeurs et apaise les tensions locales. Cette normalité, discrète mais robuste, permet d'imaginer l'extension du modèle vers quelques autres sites pilotes, Dola, Madouba ou Yendéré, en reprenant la même combinaison. Énergie solaire, formation locale, routine administrative simple. Aucun bond spectaculaire, mais une consolidation progressive qui rend crédible une politique frontalière cohérente. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Dans la version la plus favorable, l'expérience de Galguli devient une référence au-delà des frontières burkinabè. Le Mali, le Niger et la Guinée s'y intéressent, cherchant à intégrer développement et contrôle dans leur propre zone périphérique. L'Union africaine cite le poste comme exemple de souveraineté démontrée, ce qui renforce la crédibilité du modèle. Les partenaires internationaux adoptent une posture moins directive, accompagnement plutôt qu'imposition. Dans ce climat, la stabilisation locale devient un argument politique solide pour élargir la démarche à une échelle régionale. Cette dynamique ne transforme pas Galguli en miracle, mais en preuve que les marges peuvent être reconstruites méthodiquement. À ce moment, le récit avance avec fluidité. La perspective la plus fragile repose sur une attaque ciblée, non pas pour détruire le poste, mais pour tester sa résilience. Une coupure prolongée, une panne organisée ou une infiltration numérique suffirait à briser la confiance naissante. Dans un tel cas, les bailleurs suspendraient leurs appuis, les projets de duplication s'arrêteraient et la population retournerait à l'incertitude. Le choc serait d'abord psychologique. Si la lumière vacille une seule fois, l'ensemble du récit pourrait être remis en cause. Plutôt que d'opposer ces scénarios, il faut retenir une idée centrale. La souveraineté n'est pas un état fixe, mais une trajectoire conditionnée par la continuité. Galguli le montre chaque jour. Une frontière ne tient que si sa routine tient. Galguli n'est pas seulement un point frontalier, c'est un miroir tendu à chacun sur la manière dont une communauté peut se reconstruire à partir de gestes infimes. Pour comprendre ce que cette transformation dit au public,
Il faut regarder 3 plans où se jouent perception, projection et identification. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Pour un habitant, la frontière ne se résume plus à un espace de crainte ou de vide. Marcher jusqu'à un forage qui fonctionne, voir la lumière rester allumée, présenter une carte d'identité à un agent qui connaît son nom. Ces gestes ordinaires deviennent ici la preuve qu'une fragilité ancienne cesse d'être la norme. Ils rétablissent un lien intime entre une personne et c'est une institution qui ne se dérobe plus. C'est une forme de normalité retrouvée que beaucoup croyaient impossible. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Pour la communauté, Galguli introduit une cohésion nouvelle. Les marchés reprennent un rythme, les trajets deviennent prévisibles, les rumeurs perdent de leur emprise. Le simple fait de voir un uniforme chaque matin, non comme menace mais comme repère, crée une confiance partagée. On raconte désormais que la frontière vit, et cette phrase, presque banale, résume une transformation profonde dans les imaginaires locaux. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Pour un observateur international ou africain, Galguli incarne une question plus large. Un État peut-il se reconstruire à partir de ses marges, plutôt qu'en renforçant uniquement son centre? La patience, la routine, la continuité deviennent des arguments politiques au même titre que la puissance ou les discours. Le poste montre que la stabilité peut naître d'un lieu minuscule, pourvu qu'il fonctionne sans interruption. Regarder Galguli, c'est peut-être réfléchir à ce que signifie être protégé dans son propre quotidien, et se demander quel geste simple, chez soi, sans souhaiter, redonne sens à la confiance collective. Pour que Galguli passe du statut de prototype à celui de politique durable, il faut une méthode claire, pragmatique et mesurable. La doctrine défendue par Ibrahim Traoré, fondée sur la continuité plutôt que sur les annonces spectaculaires, exige un chemin opérationnel où chaque étape peut être vérifiée par des indicateurs simples. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Les équipes locales assurent la maintenance solaire, le suivi des scanners et la collecte des données. Qui? Techniciens locaux et agents du poste. Quand? Chaque jour. Indicateur. 0 interruption non planifiée pendant 30 jours consécutifs. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Le ministère de la Sécurité identifie 12 postes potentiels où reproduire le triptyque. Énergie solaire, plus biométrie, plus emploi communautaire. Qui? Ministère, plus OIM pour l'audit technique. Quand? Étape 10 trimestrielle. Indicateur. 4 nouveaux postes pleinement opérationnels en un an. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Un audit indépendant vérifie la protection des données, l'usage correct des dispositifs et la conformité des procédures. Qui? OM plus inspection nationale. Quand? Tous les 3 mois. Indicateur? 0 incident grave de gestion des données. À ce moment, le récit avance avec fluidité. L'objectif, c'est de transformer la sécurité en routine visible. Un bureau ouvert, une lumière stable, un agent reconnaissable. Qui? Agent du poste, place leader communautaire. Quand? En continu. Indicateur. Habitants déclarant se sentir en sécurité, sans y penser. À ce moment, le récit avance avec fluidité. Coordination transfrontalière avec le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Niger. Échange de données non nominatives, patrouille conjointe, procédure commune. Qui? Gouvernement et forces mixtes. Quand? Mise en place progressive jusqu'à 12 mois. Indicateur? Baisse continue des incidents dans les 3 zones concernées. Ce parcours n'a rien de spectaculaire. Il repose sur la patience, la régularité et la transparence. C'est ainsi qu'un poste isolé peut devenir une politique nationale cohérente. La scène revient comme un fil discret. Bernardette Cambiré, ses bouteilles alignées au bord du forage solaire, remplissant l'eau qui coule grâce au poste. Ce geste simple, presque banal, est devenu le motif silencieux d'un territoire qui réapprend à respirer avec l'État. Dans cette image, on retrouve l'essentiel.
Un bâtiment modeste, un câble qui vibre sous la chaleur, un uniforme qui salue, un enfant qui attend son tour. Ces détails, minuscules et constants, forment que la preuve, fait la preuve la plus convaincante, que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une proximité vécue. Le message répété par Ibrahim Traoré prend alors une texture concrète. Rester, tenir, maintenir la lumière, chaque nuit pour que la confiance ne se brise plus. Cette continuité, si fragile et pourtant si puissante, transforme un poste frontalier en espace de respiration collective. Elle rappelle que les marges ne demandent pas des miracles, mais une présence qui ne se retire pas au premier obstacle. Lorsque les habitants se rassemblent autour du forage, lorsque les câbles solaires ronronnent doucement, lorsque les agents vérifient les documents sans hâte, une certitude s'impose. La stabilité commence souvent là où personne ne la regardait. Et dans ce lieu longtemps oublié, quelque chose ressemble désormais à un début durable. La routine peut sauver un territoire. À Galguli, rien n'est spectaculaire et rien n'a été construit pour impressionner. Pourtant, chaque détail, un panneau solaire qui vibre, une file d'habitants au forage, un bureau qui reste ouvert, raconte la même idée. La stabilité peut naître d'un lieu oublié, pourvu qu'elle soit entretenue, jour après jour. Ce poste frontalier modeste montre qu'une frontière n'est ni une barrière, ni un mirage, mais un espace vivant où se tisse une relation entre un État et ceux qu'il protège. Si vous avez suivi ce récit jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'il dit quelque chose de plus vaste. Les marges, les débuts fragiles, les endroits qu'on pensait insignifiants, jusqu'au moment où ils changent que la trajectoire d'un pays. Galguli n'est pas un modèle parfait, il n'en existe aucun, mais il est une invitation à regarder autrement ce qui commence petit, lentement, sans bruit, et qui pourtant façonne le quotidien de milliers de vies.